1941, un psychologue féministe du nom de William Moulton Marston, réputé pour avoir collaboré à la mise au point d'un détecteur de mensonges, propose l'idée de Suprema de Wonder Woman, une héroïne à super pouvoir, afin de répondre au succès fulgurant de ses homologues masculins. C'est le dessinateur Harry G. Peter qui lui donnera forme physique pour la première fois, lui prêtant les traits d'Eleanor Roosevelt entre autres. La belle Suprema, dont on ne retiendra finalement que le Wonder Woman, apparaît au monde de manière officielle à travers les pages du 8e numéro d'All Star Comics, alors édité par All American Comics et National Publications, les ancêtres de DC. Dès cette entrée en scène, le lecteur est familiarisé à Themyscira et aux Amazones grâce à un récit origine qui deviendra canonique pour les générations suivantes. Dès 1942, la princesse envahit les pages de Sensation Comics chez DC, mensuel dont elle occupera la place principale pendant presque 10 ans, en plus d'obtenir sa série régulière à caractère bimensuel. C'est au cours de cette même année qu'elle deviendra membre officiel de la GSA, aux côtés de Jay Garrick et Alan Scott, entre autres, mais malheureusement pour elle, mentalité de l'époque oblige, elle sera vite rétrogradée au poste de secrétaire de la Ligue. Afin de pouvoir suivre le rythme de publication effréné, Marston s'entoure de Joy Hummel sur la partie scénaristique, une de ses étudiantes tout juste âgée d'une vingtaine d'années, qui, malheureusement pour elle, ne sera pas créditée avant le décès de Marston en 1947. Dès l'âge d'or, les principaux éléments et personnages de sa mythologie sont créés, depuis son île natale jusqu'à son love interest en passant par sa plus grande ennemie. Malgré la disparition de son papa William Moulton Marston, Wonder Woman subsiste à la crise des comics de 1954 et c'est le tandem Robert Kanigher, scénariste, et le dessinateur Ross Andru qui assure la relève, et ce durant les 10 années à venir. DC bascule dans le Silver Age et on en profitera pour approfondir davantage la relation amoureuse entre Diana et Steve, allant même jusqu'au mariage de leurs deux versions de l'âge d'or et à la naissance de leur fille Hippolyta. Rien ne restera vraiment gravé dans le marbre à ce sujet, et les années 60 verront Diana intégrer la formation héritière de la GSA, la Justice League d'Amérique. L'âge d'argent s'avérera également être une vaste opération d'exploration de la jeunesse thémiscirane de Diana. Il faudra néanmoins attendre l'âge de bronze et la fin des 60s pour que s'opère un réel et profond changement pour le personnage qui, sous l'impulsion du génial Dennis O'Neil, perdra ses super pouvoirs et tout lien avec son île originelle et son passé d'Amazone. Il s'agira là d'une véritable mise à l'épreuve pour l'ex-princesse qui devra s'entraîner rigoureusement afin d'acquérir de nouvelles capacités de combat au corps à corps, le tout restant très librement inspiré du personnage d'Emma Peel de la série télévisée Chapeau melon et bottes de cuir. Du statut de guerrière amazone, Diana passe à celui de propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter, devenant au passage une drôle de dame à la sauce DC, enquêtrice privée aventurière, avant que Kanigher ne la reprenne en main, balayant d'un revers tout ce pan et refaisant d'elle la Wonder Woman traditionnelle. Ce retour aux sources profite d'une forte exposition médiatique avec la diffusion au même moment, en 1975, de la série télévisée incarnée par Linda Carter, qui s'étalera sur 3 saisons et 59 épisodes jusqu'en 1979. Le succès sera tel qu'il permettra à l'éditeur DC de maintenir la publication du titre Wonder Woman sur papier malgré des ventes très faibles jusque-lors. En 85 et 86, au cours de Crisis on Infinite Earth, Diana est réduite à l'état d'argile duquel elle naquit et son existence est intégralement effacée. La lourde tâche de ramener le personnage à la vie, c'est George Pérez qui la réalisera en choisissant d'exploiter le plein potentiel de la mythologie grecque pour développer un univers vaste et passionnant au travers d'un run long de 5 années. Âge sombre oblige, la belle connaîtra le deuil, avec les disparitions tragiques de certains de ses proches. Quant à sa relation amoureuse avec Trevor, elle ne se résumera plus qu'à une simple amitié. Au cours des 90s et du début des années 2000, d'autres femmes revêtiront le costume comme Artemis, une Amazone rivale, ou encore Hippolyte, sa propre mère, qui assurera la continuité du rôle à la suite d'une défaite de Diana la plongeant dans un profond état léthargique. À l'aube des années 2000, Greg Rucka s'attarde davantage sur les facettes politiques et diplomatiques de Diana Prince tout en lui offrant l'un de ses face-à-face les plus spectaculaires contre la gorgone Medusa. Après le Flashpoint en 2011, Brian Azzarello modifie quelque peu les origines de Diana, faisant d'elle la fille de Zeus, dieu des dieux, seigneur de l'Olympe. Puis en 2016, la belle Themyscirane sera portée pour la première fois depuis sa création sur grand écran,
sous les traits de l'actrice israélienne Gal Gadot, dans le BVS de Zack Snyder, avant de décrocher son propre film en live-action solo un an plus tard, réalisé par Patty Jenkins et rencontrant un succès non négligeable auprès du grand public. Dans le monde des hommes, on l'appelle Diana Prince et à Themyscira, il s'agit de Diane de Themyscira. Sa première apparition date de 1941, elle mesure 1m80 pour 75 kg, elle est bien évidemment née à Themyscira. Sa mère est Hippolyte et selon les histoires son père est Zeus, ou elle n'en a pas. Elle a eu plusieurs emplois, secrétaire, vendeuse, serveuse, chanteuse, espionne. Sa carrière est multiple à ce niveau-là. Ses conjoints sont généralement Steve Trevor ou Superman en fonction des continuités. Sa principale qualité, c'est le dévouement et son principal défaut peut être un excès d'idéalisme. Il lui est arrivé d'avoir un QG, le Wonder Dome. Elle possède plusieurs super pouvoirs et capacités, principalement une haute vélocité, alors pas au même niveau qu'un Flash, mais elle a quand même une super vitesse, une super force, super puissance, un super instinct et des sens surdéveloppés. Elle a également développé une forme de télépathie animale et selon les histoires, elle peut ou non voler. Ses capacités principales restent la grande maîtrise du combat et une très grande clairvoyance. Quant à ses faiblesses, la principale reste la loi d'Aphrodite, c'est-à-dire la soumission par les chaînes ou les liens. Et il est à noter que selon l'histoire également, sans ces bracelets, elle devient alors incontrôlable. Son équipement est relativement bien fourni, avec le lasso d'Estia, le lasso de vérité, une tiare royale dont elle se sert comme un projectile, l'épée d'Héphaïstos, ses fameux bracelets par balle, l'armure de guerre Amazon, et également un bouclier fait d'un métal indestructible. Son plus grand ennemi, alors elle en a deux, on va dire Arès et Cheetah. C'est très difficile de les départager. On pourra noter quelques anecdotes assez croustillantes concernant Wonder Woman. Déjà la première, c'est qu'il s'agit de la toute première super-héroïne de l'histoire des super-héros. Dans une histoire, elle est devenue présidente des États-Unis dans un futur alternatif. Elle n'a jamais porté de jupe, seulement des culottes de combat ou des pantalons dérivés. Il y a eu minimum 4 Wonder Woman, Urana, Artemis, Nubia et Hippolyte, et elle a volé pour la toute première fois en 1958. Façonnée dans l'argile par sa mère Hippolyte, reine des Amazones sur l'île paradisiaque de Themyscira, et amenée à la vie grâce à la magie des dieux de l'Olympe, Diana quittera son île après sa rencontre avec le soldat Steve Trevor, pour le monde des hommes, où elle décidera d'y combattre le mal et l'injustice en tant que Wonder Woman, aux côtés notamment des membres de la Justice League d'Amérique. Bien le bonjour les amis, c'est Oz, et aujourd'hui, enfin le trombinoscope sur Wonder Woman. Ah, il s'est fait attendre celui-là, il s'est fait attendre pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que j'ai attendu un produit qu'il fallait à tout prix que je voie avant de me lancer dans ce trombinoscope, et le problème c'est que j'ai eu des soucis de commande, le produit n'est jamais arrivé, j'ai dû en recommander un. Bref, voilà, c'est pour cette raison que ça a traîné en longueur, et puis un petit peu de fainéantise de ma part aussi. Écoutez, on va y aller sans plus attendre, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur Wonder Woman, un des personnages les plus importants de tout l'univers d'ici, donc c'est pas rien. On va commencer avec les conseils et lectures. Les New 52, déclinés en 6 tomes. 6 tomes, c'est tout à fait ça. Les New 52, Brian Azzarello et Cliff Chiang au dessin. Ça constitue pour moi l'un des runs les plus sympas que j'ai pu lire sur tout l'ensemble des New 52. Voilà, je trouve que la série Wonder Woman est peut-être la plus réussie de tous en fait. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a vraiment un début et une fin. C'est un récit complet. Brian Azzarello savait pertinemment où il allait quand il a commencé à raconter son histoire. Il savait comment ça allait se terminer et tu le ressens. Il n'y a pas eu de passation de pouvoir entre plusieurs artistes au cours du run, donc, au cours de la série. Donc du coup, tu as vraiment un début et une fin. Il savait ce qu'il allait faire. Tout est nickel. Bien évidemment, c'est une revisite assez légère du mythe de Wonder Woman. C'est-à-dire qu'on prend tous les éléments de la mythologie et on les rajeunit, on les modernise, voilà. Afin d'offrir un récit, un vrai reboot. C'est un vrai reboot, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais rien lu, vous pouvez commencer par ça. C'est un vrai reboot sur le personnage.
Et, et là où c'est très intéressant, les New 52 de Wonder Woman, c'est le traitement des dieux par Brian Azzarello parce qu'il les a ancrés dans, dans une mythologie plus urbaine en fait. C'est-à-dire qu'il a fait de la mythologie grecque quelque chose de très urbain, comme j'explique souvent, de très underground. Et il a décidé de représenter les dieux d'une manière relativement originale. Regardez par exemple ce papy à la barbe soyeuse là. On dirait un vieux Texan qui te raconte ses exploits du Vietnam quoi. Et ben ce papy qui boit un Jack Daniels dans un bar, hop, vous voyez peut-être mieux ici. Attendez, je vais changer mon éclairage de place. Voilà. Eh bien, n'est nul autre qu'Arès, le dieu de la guerre. On a des dieux qui, bien évidemment, sont manipulateurs au possible. Tu vois que c'est le bordel au sein de leur famille incestueuse. Et vraiment, il y a une vraie richesse à ce niveau-là, dans le contexte. Et oui, bien évidemment, je vous conseille Wonder Woman en New 52. Pour moi, c'est la meilleure série New 52, comme j'expliquais. 6 tomes, en plus, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est des tomes relativement légers, de 15 balles, entre 15 et 19 balles. Donc, c'est pas la fin du monde, c'est une excellente série. Ça, c'est le must-have pour les fans du personnage ou ceux qui veulent en découvrir plus. La collection anthologie avec ce tome sur Wonder Woman, voilà. On a une vraie évolution du personnage depuis sa création en 41 par Marston jusqu'au New 52 pour le coup. Parce que la collection anthologie s'arrête à 2011. Hein. Et je trouve que cette anthologie est peut-être la plus pertinente qu'on puisse lire chez Urban. Ils avaient fait Flash, ils ont fait Batman, Superman, Joker. Mais je trouve que celle de Wonder Woman est la plus pertinente parce que ce personnage a connu une réelle et sincère évolution. Parce que quand elle a été créée, étant donné que c'était un personnage féminin, elle n'était pas forcément bien vue. Et lorsqu'elle a atterri dans la Justice Society of America, elle a été très vite reléguée au rang de secrétaire. Puisque c'était une femme, et voilà. Hop. Et puis forcément, elle s'est émancipée petit à petit au fil des décennies pour devenir la Wonder Woman qu'on connaît. Lorsque Dennis O'Neil est passé sur le personnage, on est beaucoup à vouloir passer sur Diana, cela dit en passant, mais lorsque Dennis O'Neil est passé sur le personnage dans les années 70, à la fin des années 60 pour être plus précis, eh bien il a complètement révolutionné Diana en lui enlevant ses pouvoirs et en faisant une femme de la vie de tous les jours, sans pouvoir, qui doit s'entraîner pour apprendre les rudiments du combat. Elle le fait grâce à un coach, grâce à un maître d'armes, je sais pas comment on appelle ça, un sensei asiatique, qui lui apprend donc les arts martiaux, et c'est ainsi que Batman apprend à se battre. Donc, et puis après, elle va retrouver ses pouvoirs. Bref, il y a une vraie évolution. Ce personnage a sans cesse évolué et a sans cesse proposé des récits tous plus étonnants les uns que les autres. Et oui, je conseille Wonder Woman Anthology parce qu'en plus de ça, eh bien, Urban nous gratifie à chaque chapitre. Parce que vous savez que les anthologies sont découpées en plusieurs chapitres qui correspondent chacun à un âge, l'âge d'or, l'âge d'argent et compagnie. Et bien évidemment, à chaque nouveau chapitre, vous avez ici tout un édito qui va vous apprendre plein d'anecdotes sur le personnage, sur le contexte éditorial de l'époque. Et ça m'a beaucoup aidé à faire ce trombinoscope. Ça, clairement, ça a été l'une des œuvres majeures dans la conception de ce trombinoscope parce que c'est des mines d'informations et ça, je le conseille clairement. Mais en plus de ça, en plus d'avoir ce côté très informatif, très historique, eh bien, il y a énormément d'histoires qui sont sympathiques parce que forcément, c'est une sélection c'est un best-of, hein. Donc oui, je le conseille, c'est vraiment très sympa de voir son évolution. Et paradoxalement, eh bien, il faut savoir que donc le personnage a évolué, hein, elle s'est émancipée au fil des décennies. Mais là où c'est paradoxal, c'est que son origin story, elle, est toujours restée la même. Tu vois, il n'y a jamais eu de changement à ce niveau-là. Ça a toujours été cette origin story depuis 1941 avec Steve Trevor qui se crache sur l'île de Themyscira et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est assez intéressant pour le coup. Ça, c'est la Bible. La Bible Wonder Woman par George Pérez. Voilà. Après Crisis on Infinite Earths, Pérez a repris le personnage de Wonder Woman comme John Byrne a repris celui de Superman. Et donc il a écrit un run très très long. Je crois qu'il n'y a même pas tout là-dedans en plus. Hein. Il a écrit un run très très long. Ici, vous avez plus de 700 pages de lecture puisque c'est en 2 tomes chez Urban Comics, collection d'ici essentielle. Alors c'est des beaux bouquins, le prix est assez élevé parce qu'on parle quand même de 35 balles. Donc ouais, c'est assez cher. 35 balles par tome, bien sûr. Donc c'est assez cher, c'est un investissement, mais si vous ne devez acheter
qu'une seule histoire sur Wonder Woman, eh bien je vous conseillerais celle-là. Alors là, attention, hein. Là il y a une vraie représentation de la mythologie grecque, hein. Pérez, il y allait à fond les ballons. Donc là, on a une représentation très solaire des dieux grecs, très religieuse, comme j'expliquais. Ils sont en toge, les femmes sont bien coiffées, elles sont belles, avec des belles robes, dans ce qui semble être un paradis, hein. C'est le monde de l'Olympe. Hop, voilà. Et donc là, on a vraiment un côté très 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 porté sur la mythologie. Donc attention, si vous avez du mal avec la mythologie, Pérez, c'est peut-être pas forcément la meilleure des lectures pour vous. Moi, j'ai adoré parce qu'en fait, c'est incroyable ce qui a été fait. Alors non seulement au niveau visuel, puisque comme vous le constatez, c'est magnifique. Vraiment, c'est des dessins qui ne vieillissent pas, regardez. C'est des dessins qui ne prennent pas une seule ride. Alors bien sûr, il y a un style un peu années 80 dedans, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas kitsch, quoi. C'est pas kitsch du tout. C'est certes un petit peu âgé, tu le reconnais aux couleurs notamment, mais ça reste parfaitement lisible pour n'importe qui, parce que ça reste super joli, quoi. Diana, elle est vraiment belle, elle est gracieuse, elle est athlétique, les dieux sont magnifiques, et donc au niveau du dessin, c'est juste sublime. Et moi, ce qui m'a le plus bluffé là-dedans, c'est la narration de Georges Pérez, puisqu'en plus d'être au dessin, il est à l'écriture. Et cette narration, elle est dinguissime. Non seulement dans le fond, mais également dans la forme. Pourquoi dans le fond ? Parce qu'en fait, il va aborder plusieurs sujets qui n'ont rien à voir les uns les autres. Il y a des histoires qui vont porter sur la guerre froide, voilà, entre les États-Unis et la Russie, cette menace nucléaire imminente. Des récits vont porter sur clairement des contes de la mythologie grecque, avec des personnages comme Circé, enfin voilà. D'autres histoires vont n'être que de simples histoires d'amour, des romances d'adolescents, retranscrits sous forme d'un journal, d'ailleurs d'un journal intime. Il y a quoi d'autre ? Il y a des vraies histoires de super-héros très urbaines, voilà, combat contre Cheetah dans les rues de Boston. Enfin, il a alterné à chaque arc les styles, les sujets, des sujets très profonds. On parle de suicide notamment, et pas que, hein, on parle voilà, de la guerre froide, le suicide chez les jeunes. Enfin, il y a plein de choses qui sont abordées ici, qui sont incroyables. Et c'est surtout voilà, la narration, parce que vous vous retrouvez avec des choses complètement ouf comme ceci, où le récit va vous être raconté sous la forme d'un journal intime d'adolescente ou d'une correspondance entre Etta Candy et Steve Trevor qui vont s'envoyer des lettres. Et donc on va voir l'intégralité du contenu des lettres qu'ils s'envoient. Ça va permettre de faire avancer le récit et de nous faire apprendre des choses d'un autre point de vue que celui de Diana. Donc c'est vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Je me suis régalé sur Wonder Woman Dieu immortel. Il y a des histoires complètement malades. Les personnages sont vraiment creusés psychologiquement parlant, même les dieux, tout le monde est à sa place, tout le monde a une raison d'être là, et il y a vraiment une vraie écriture de personnages, ils sont tous développés. C'est une plongée dans l'Amérique des années 80 aussi bien que dans la Grèce antique en fait, tu vois, c'est là où c'est dingue, c'est qu'il a réussi à faire les deux parfaitement. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur reboot que j'ai lu post-Crisis on Infinite Earths. Voilà. Entre Batman Year One, Man of Steel et Wonder Woman, parce que je crois que j'ai lu que cela, eh bien Wonder Woman est de loin mon préféré. La suite officieuse se voudrait être le run de Greg Rucka. Donc là on est en 86, là on est au tout début des années 2000. Et bien Rucka il va emmener toute la mythologie de Diana à Boston, aux États-Unis. Donc c'est là où c'est vraiment cool. Donc tu vas voir des choses complètement dingues. Diana qui se bat contre des créatures tout droit sorties de l'Odyssée, mais dans les rues de Boston. Et puis il va aussi traiter beaucoup plus l'aspect diplomatique de la Belle, puisque Diana ici, et dès le départ, dès les premières pages de l'aventure, Diana elle est en fait ambassadrice de Themyscira à Boston. C'est donc une politicienne, elle est diplomate, et donc c'est une nouvelle facette de Diana qu'on va explorer, puisqu'elle s'est entourée de professionnels, hein. Elle a un agent, elle a des secrétaires, enfin voilà, elle a toute une petite équipe autour d'elle, des personnages qu'on va apprendre à découvrir au travers de ces pages d'ailleurs, des personnages qui ont tous quelque chose à raconter, et hop. Et donc voilà une autre facette de Diana qui est traitée ici avec un côté beaucoup plus politique, beaucoup plus moderne. Voilà, elle est dans le monde des hommes, elle y est, elle est bien comment dire, elle est bien intégrée dans le monde des hommes, là où dans Wonder Woman Dieu immortel c'était ses débuts.
C'est pour ça que je parle de suite officieuse en fait, hein. Et puis il faut savoir que Ruka il a repris pas mal de choses qui avaient déjà été instaurées par Perez pour les développer ici. Par exemple, notamment le personnage de Vanessa Capatelis, qui pour le coup va suivre une vraie évolution, elle va avoir un vrai développement. Donc le personnage est créé par George Perez pour son run de 86 et il est repris là-dedans, comme plein d'autres. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que si tu as adoré Perez, eh bien, ça te permet d'avoir une suite officieuse en changeant quand même beaucoup de choses, parce que c'est pas du tout la même façon de raconter l'histoire. Puis comme j'expliquais, on est dans quelque chose de plus moderne et de plus réaliste, entre guillemets, parce qu'il y a quand même Zeus, hein. Mais même les dieux ici, ils ont été traités de manière un peu plus réaliste. Tu vois, Arès, c'est ce beau gosse blond, là, en veste de cuir. On est loin du seigneur de guerre avec son casque et son armure et sa lance, voilà. Donc du coup, c'est ça qui est très intéressant, c'est aussi cette retranscription de tout un pan de la mythologie dans un monde beaucoup plus réaliste, par Ruka. Alors, j'ai Wonder Woman Earth One. Alors moi, j'avais adoré le tome 1, voilà, Grant Morrison au scénario, Yannick Paquette au dessin, c'est juste magnifique, visuellement, c'est un des plus beaux trucs que j'ai pu voir. Regardez-moi ça. J'ai rien préparé, hein. Je tombe sur des pages de manière complètement random et tout est magnifique. Regardez ça. Oh là là. Visuellement, c'est sublime. On est dans la collection Earth One, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 volumes. Donc là, on a les 2 premiers. Et puis au 3e, tout s'arrêtera. Voilà, il n'y aura pas de suite, comme avec Batman Terre 1, comme avec Superman Terre 1. On est sur un reboot, voilà, qui n'a pas vocation à être très long. Ça n'a pas vocation à être un run sur 10 ans, hein. C'est en 3 volumes, comme j'expliquais. Il n'y aura rien d'autre après, ce qui est un petit peu dommage. Mais ça, il faut savoir que voilà, c'est des reboots qui ont été opérés quasiment en même temps que les New 52, donc ça faisait un peu doublon. Puis c'était très compliqué pour les artistes de travailler là-dessus parce qu'ils gagnaient pas beaucoup d'argent, voilà. C'était plus lucratif pour eux de travailler sur des séries complètes. C'est pour ça que ça met du temps à arriver, la saga Earth One, ça met énormément de temps à arriver. Ça c'est arrivé en 2017 en France, et ça c'est arrivé en 2020. Donc vous voyez, 3 ans après. Donc du coup, quand tu attaques le tome 2, t'as plus le tome 1 en tête, t'es obligé de te le relire, c'est un peu chiant. Alors moi j'avais adoré le tome 1, donc attention, c'est du Grant Morrison. Donc qui dit Grant Morrison dit bien une ode au passé. Une ode au passé, une ode à ce qui s'est fait dans les années de l'âge d'or, dans les années de l'âge d'argent. Et alors ça m'a pas trop choqué sur Wonder Woman Terre 1. Le récit est très lisible, tu comprends tout. Et c'est bizarre quand t'as marqué Grant Morrison sur la couverture de tout comprendre, très honnêtement. Mais alors par contre sur le tome 2, je suis beaucoup moins emballé. Alors je vous le conseille quand même parce que ça après c'est subjectif, ça reste une très bonne histoire, c'est une excellente histoire. C'est juste que moi, Grant Morrison, j'ai du mal. Dans le tome 1 ça allait parce qu'il faisait pas trop de Grant Morrison. Dans le tome 2, il est parti sur ces délires d'avions invisibles. L'ennemi principal c'est une nazie, voilà, une baronne nazie. Vous la voyez là derrière, hein, c'est pas du spoil ce que je suis en train de vous dire, elle est sur la couverture. Et c'est clairement un ennemi de l'âge d'or. Donc en 2020, lire ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Cela dit, il y a une bonne utilisation de certains méchants, que je ne vous spoilerai pas pour le coup, mais bonne modernisation, bonne réutilisation de certains méchants mythiques de Diana. Les dessins sont toujours aussi somptueux, c'est une claque à chaque page. Toujours cette mise en page de malade avec le lasso qui se balade. Le lasso d'Estia qui se balade, qui court pendant tout le bouquin, je trouve ça sublime. Mais voilà, j'ai du mal avec ce côté très, très Grant Morrison, l'âge d'or qui est mis à l'honneur. Donc c'est un peu compliqué. Et puis bon, je vais vous lire un petit passage pour vous expliquer pourquoi Morrison et moi c'est très compliqué. Alors regardez-moi ça, c'est quand même sublime, hein. Putain, il n'y a rien à acheter. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Diana. Les nazis avaient en fait raison sur un point, ces Amazones semblent avoir maîtrisé les radiations orgones comme source d'énergie. Mais les hypothèses de Reich sur les orgones ont été réfutées, ces livres ont été brûlés ici en Amérique. Le gouvernement américain a expérimenté sur des radiations orgones mortelles dans les années 50. Voilà. Ça c'est un petit aperçu de ce qui vous attend. Voilà, Grant Morrison, quoi. Donc merci. Ça, c'est la dernière lecture en date que j'ai fait sur le personnage. J'en ai fait une review, je vais essayer d'accélérer les petits gars, parce que le but c'est pas que ça dure 3 heures. Donc ça, je vous en ai fait une review, pause café, voilà, une des dernières vidéos en date sur la chaîne. Donc vous allez dans la playlist pause café pour savoir ce que je pense de Wonder Woman l'Odyssée. C'est une pépite, c'est iconisation du personnage, on a retravaillé ses origines. Alors il y a un parallèle qui est établi avec Clark Kent, avec Kal-El au niveau de ses origines.
Et donc du coup, ça offre une vraie relecture. Je vous disais tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous disais que Diana, elle avait toujours connu la même origin story depuis ses débuts, 41 jusque dans les années 2000-2020. Eh bien, ça, c'est ce qui un petit peu me fait mentir, parce que là-dedans, eh bien, Straczynski, qui est l'auteur, eh bien, il a proposé quelque chose de tout nouveau à ce niveau-là. Voilà, comme j'expliquais, une origine qui se rapproche de celle de Kal-El. Alors non pas qu'elle vienne d'une autre planète, mais elle vient d'un autre monde, entre guillemets, qui est celui de Themyscira, et elle ne l'a pas connue puisque dès qu'elle était bébé, sa mère l'en a expulsée afin de la protéger puisque Themyscira se faisait attaquer. Et donc du coup, Diana, on va la retrouver plus humaine que jamais, elle va devoir se construire, elle va devoir apprendre qui elle va devoir apprendre à gérer ses pouvoirs, et j'ai adoré cette évolution qui s'opère sur le personnage. Alors au début, on se retrouve avec une jeune guerrière qui est très très énervée, farouche, sauvage, qui est impulsive, elle est en colère. Hein. Et plus ça va aller, plus elle va vieillir forcément, gagner en expérience et s'assagir pour devenir l'ambassadrice de la paix qu'on connaît. Et quand il y a une vraie évolution, un vrai traitement de personnage comme ça, avec iconisation à outrance, je vais peut-être vous montrer un dessin ou deux, je vais ouvrir ma grande gueule, je vais essayer d'ouvrir les pages de ce bouquin. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est Phil Lester au dessin. Non, c'est Don Kramer, pardon. Phil Lester, c'est le co-scénariste. Justice League Icons. Justice League Icons, c'est Alex Ross et Paul Dini. Et alors, le livre s'ouvre sur un récit, de courts récits concernant chacun des personnages majeurs de la JL. Batman, Captain Marvel, Superman, Wonder Woman en fait partie. Et l'histoire sur Wonder Woman, elle est sublime. Hop, puisqu'elle va parcourir le globe. Et dans certaines régions du monde, eh bien, elle va essayer de participer à l'émancipation de la femme, quelque part. Donc voilà, Diana dans sa pleine mission. La grande force de ce livre, c'est que, en plus d'être très lourd et très imposant, c'est Alex Ross au dessin. Donc c'est la grosse claque. C'est pareil ça. J'en ai fait une review, les petits gars, Cause Comics, le tout premier épisode de la review, enfin de la playlist Cause Comics, où j'en parle plus en détail. Voilà. Si vous aimez Diana, sachez qu'ici, elle est traitée comme une véritable déesse. Voilà. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Et puis à la fin du bouquin, tous les héros qui nous ont été présentés de manière plus ou moins longue, parce que chacun n'a pas le droit au même égard, Flash, Aquaman, Green Lantern ne se contenteront que d'une petite origin story de 2 pages, là où Diana aura un vrai récit bien construit. Et Batman et Superman la même chose. Et puis donc à la fin de ce livre, dans la deuxième grande partie, eh bien, tous les héros de la Justice League se réunissent pour affronter une épidémie extraterrestre qui menace d'éradiquer la population. C'est très actuel, et moi j'ai lu ça peu de temps avant le premier confinement, et donc c'est pour ça que ça m'a marqué quelque part. Et enfin non, peu de temps avant le premier confinement, c'est faux. J'ai lu ça il y a un bout de temps, mais en fait c'est juste que peu de temps avant le premier confinement, je m'étais inspiré de ce qui se passe là-dedans pour écrire mon propre DCU phase 3. C'est pour ça que je me mélange les pinceaux. Quoi qu'il arrive, une vraie histoire Justice League qui pour une fois ne se bat pas contre une menace extraterrestre, contre des conquérants de l'espace ou des grands monstres qui se battent contre un virus. C'est génial. Encyclopédie Wonder Woman, édité en 2016, que vous trouverez chez tous vos libraires, j'imagine. Parce que moi, je sais que chez mon libraire, ça y est encore, ça. L'éditeur, c'est Huggin et Menin, qui font très souvent pas des intégrales, mais des encyclopédies. Et c'est un très très beau travail. Voilà, il y a plein de choses là-dedans. C'est une mine d'or pour les gens qui souhaitent se renseigner. Alors il y a une encyclopédie Batman, une Superman, une Justice League, et donc il y a celle-ci, la Wonder Woman. Et là-dedans, tu apprends énormément de choses. Et il faut savoir que... Hop là, le micro. Il faut savoir que ça, c'est ce qui m'a aidé en grande partie avec l'anthologie à vous faire cette petite vidéo rotoscope. Voilà, donc l'encyclopédie illustrée pour tout savoir sur Wonder Woman, sauf sur Silver Swan, parce que quand je me suis retrouvé à faire le trombinoscope sur Silver Swan, et bien malheureusement il n'y avait quasiment rien expliqué là-dedans, donc j'ai dû tout aller chercher sur internet. On va passer à la partie dessin animé. Alors j'en ai quelques-uns à vous conseiller, bien évidemment. Voilà, le Wonder Woman de... j'ai oublié le nom, merde. Lorraine Montgomery en 2009. Premier animé entièrement dédié à la princesse Amazone, le meilleur à ce jour. Origin story, alors un scénario très classique, une origin story très classique, mais c'est bien fait, c'est efficace, elle botte des culs et c'est tout ce qu'on a envie de voir. La musique est signée Christopher Drake, donc
En très gros, classique mais diablement efficace. C'est excellent. Certains diront que c'est meilleur que le film. Je dirais que c'est différent. Ça ne nous présente pas les mêmes contextes historiques. Mais c'est très très bon. Voilà, c'est très très bon. Donc ça, je le conseille sans plus attendre. Ça dure 75 minutes. Donc voilà. J'ai à vous présenter également Superman, Batman, Apocalypse. Un récit qui réunit Batman, Supergirl, Wonder Woman et Superman contre Darkseid. Et qu'est-ce qu'elle est belle cette Diana. Elle a une séquence de combat sur Apocalypse. Et cette séquence de combat, elle est juste oufissime. C'est une des plus belles séquences de combat de tous les animés d'ici réunis. Voilà, donc si vous voulez voir une belle Diana qui se bat bien, eh bien regardez Apocalypse. Alors on va passer au film, après les dessins animés. Alors il y a aussi, je pourrais en parler aussi, c'est New Frontier, voilà le dessin animé inspiré du bouquin de Darwin Cook, New Frontier, sorti en 2008. Eh bien, pareil, alors c'est pas un dessin animé consacré uniquement à Diana, hein, puisque c'est consacré à l'ensemble de la Justice League. La rencontre entre les trois héros dits de l'âge d'or, Superman, Batman et Wonder Woman, avec la nouvelle génération, Hal Jordan et Barry Allen, et le Martian Manhunter, hein, donc l'âge d'argent, qui vont devoir s'unir pour affronter une menace. Et voilà, c'est l'unification des anciens héros et de la nouvelle génération, et c'est très très beau, et c'est excellent. Donc New Frontier, j'en ai fait une petite review, hein, Rotoscope également, si vous voulez en savoir plus sur New Frontier, regardez la vidéo en question. Au niveau des films, évidemment, le BVS de Zack Snyder, avec une entrée fulgurante de Diana à la toute fin du film pour un combat final d'anthologie. Et elle a la classe. Elle a la classe, voilà. Elle fait ce qu'on a envie de la voir faire. Hein. Elle sort son épée et puis elle botte des fions. Et puis donc le film de Patty Jenkins. J'ai fait un magnétoscope concernant ces deux films. Donc si vous voulez savoir ce que j'en pense, eh bien allez voir le magnétoscope. Pour résumer, eh bien l'origin story est respectée, l'univers est respecté dans ses grandes lignes. Je suis un peu moins optimiste sur la deuxième partie du film et le final m'emmerde un petit peu. Ce combat, je le trouve un petit peu... je le trouve pas très épique, le combat final. Pas très cinématographique. Voilà, c'est pas esthétique. Et voilà, ça reste un très bon film. La musique est très bonne, signée Rupert Gregson Williams. Le film est signé Patty Jenkins. Et écoutez, ça reste quand même un très bon film sur la princesse Amazon. Donc, qui ne manque pas de respect, que je vous conseille. Il y a un autre type de film. Je n'ai pas le DVD ici, mais je vais quand même vous le conseiller. Ça s'appelle My Wonder Woman. Hop. Réalisé par une certaine Laura Robinson. Alors attendez, je suis allé voir parce que j'avais un doute, c'est Angela Robinson. My Wonder Woman, c'est un film sorti en 2017 qui, nous raconte les ébats amoureux de William Moulton Marston, le papa, le créateur de Diana en 1941. Là, ce film, il va nous présenter, ça va être un petit peu un récit biographique de William Moulton Marston, qui va nous présenter ce professeur d'université en psychologie. Comment est-ce qu'il a été inspiré, par qui a-t-il été inspiré, pourquoi, et ce qui va l'amener forcément, tout le processus, en fait, tout le cheminement qui va l'amener à créer le personnage de Wonder Woman pour All Star Publications à l'époque, All Star Comics, non c'était National Publications, et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est un très joli film, c'est un film qui parle d'amour entre un homme et deux femmes. C'est un triangle amoureux, une relation à trois. C'est un film qui parle de la libération sexuelle de la femme, en des temps obscurs, on est dans les années 40, donc c'était pas forcément d'actualité ce sujet. Et j'ai trouvé ce film très joli, c'est un drame, très poétique, avec une petite musique au piano, très légère, très aérienne. Alors c'est un film, voilà, comme j'expliquais, ça parle d'amour, et ça t'apprend pas mal de choses très intéressantes concernant William Moulton Marston. Il a fait beaucoup de choses, ce monsieur-là. En plus d'avoir créé Wonder Woman, il a participé à la conception d'un détecteur de mensonges. Donc on te montre tout ça dans le film. Alors il y a des petits défauts, j'aurais voulu qu'on nous montre le fameux professeur qui lui a inspiré, parce qu'il a été apparemment traumatisé par un professeur qu'il avait, et ce professeur qui était relativement misogyne, et qui lui aurait inspiré le Docteur Psycho.
un ennemi de la galerie Wonder Woman. J'aurais aimé qu'on nous montre un peu plus ça. J'aurais aimé qu'on parle également de Joy Hummel, qui était une de ses étudiantes qui l'a aidé à scénariser des récits Wonder Woman dans les années entre 1941 et 1947. Il faut savoir que cette Joy Hummel, eh bien, elle a écrit donc de nombreuses histoires Wonder Woman, mais elle n'a jamais été créditée, la pauvre. Il a fallu attendre 1947 et la mort de William Moulton Marston pour que les gens commencent à la connaître. Et d'ailleurs, elle a encore envie, cette brave dame, hein, donc c'est assez incroyable. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on nous parle de Joy Hummel, ce qui n'est pas le fait. Je trouve que c'est un petit peu un manque de respect concernant cette personne. Voilà, il y a des petits défauts, mais en soi, ça te montre bien voilà, tout le processus qui a amené Marston à créer le personnage. Donc ça s'appelle My Wonder Woman. Et c'est très très bon, c'est un film historique pour le coup, donc je vous invite à le regarder si comme moi eh bien, vous vous passionnez pour ce personnage de Wonder Woman, ça ne sera qu'être bénéfique pour vous et vous apprendre plein de choses. Et puis enfin en dernier, la dernière chose que j'ai à vous présenter aujourd'hui, eh bien il s'agira d'Injustice. Alors le 1 et le 2, puisque Diana est un personnage jouable, et c'est toujours sympa de se défouler avec elle, avec une épée, un bouclier, beauté des fions, de péter la gueule à Cheetah dans Injustice 2, de péter la gueule à Ares dans Injustice 1. Voilà, c'est toujours super cool de pouvoir incarner Diana, puisque malheureusement la pauvre, eh bien, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau des jeux vidéo à son sujet. Espérons que ça change dans les temps à venir. Donc voilà, je vous conseille, si vous aimez les jeux de baston, façon Mortal Kombat, je vous conseille la série Injustice. Bref, l'heure du classement est arrivée, le voilà ce classement. Vous avez remarqué que j'ai bien évidemment placé Catwoman en première position. Vous avez eu le temps de le descendre, avant de petits fumiers. Et l'épouvantail était dernier. Et je vous avais demandé de voter entre l'épouvantail et Silver Swan, puisque je trouvais ça complètement injuste que l'épouvantail, qui avait reçu de bien meilleures notes que Silver Swan dans sa propre vidéo, eh bien finisse derrière elle. Donc, dans un souci d'équité, dans un souci de justice, je vous avais demandé de départager l'épouvantail et Silver Swan. Alors là, ça a été un affrontement sanglant. L'épouvantail qui a, mais alors, démonté Silver Swan avec 26 préférences pour l'épouvantail et une seule pour Silver Swan. 26 1. Voilà le résultat entre l'épouvantail et Silver Swan. Donc l'épouvantail remonte d'une place et c'est Silver Swan qui est bonne perdante, bonne dernière. Donc ça c'était pour le versus. Et donc Catwoman qui est première là, hein, eh bien nous avons été 35 à voter. 6 l'ont placé en première position. Et la note la plus basse qui a été attribuée à Catwoman, c'est la 7e position. Et vous êtes 2 à l'avoir classé en 7e position. Alors lorsqu'on fait la moyenne de ces 35 votes, eh bien je trouve une belle 3e position. Ding. Catwoman est donc 3e de ce classement, derrière Superman, le Joker. Et devant Mera. Voilà. Maintenant on va parler de Wonder Woman. Où est-ce que je la place moi dans le classement Wonder Woman? Alors, Wonder Woman c'est marrant parce que c'est un personnage, il y a quelques années en arrière j'en avais rien à foutre de ce personnage. Voilà, pour moi quand tu me disais Wonder Woman, je pensais à Linda Carter. Parce que c'est un truc que j'ai vu 2-3 épisodes passer chez mes grands-parents quand j'étais gamin, voilà, je sais plus sur quelle chaîne, mais j'ai vu 2-3 épisodes de ce truc passer. Puis moi quand j'étais gamin ça m'intéressait pas d'une parce que c'était une nana. Alors ce qui est paradoxal parce que mon personnage préféré c'était Catwoman. Mais voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est peut-être l'accoutrement que je trouvais peut-être ridicule, je sais pas, il y a un truc qui me plaisait pas. Et puis c'était une série qui était kitsch parce que j'étais gamin dans les années 90, ça date des années 70, ça date de 75. Ça passait pas très bien pour moi. Et puis une fois de plus, c'est paradoxal parce que bon, tu m'aurais montré le Superman de Richard Donner, j'aurais kiffé quoi. Enfin, tu vois, donc c'est paradoxal. Mais voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas comme ça et je trouvais ça un peu cucu. Voilà, ça m'intéressait pas du tout. Et puis du coup, Diana, c'est pas un personnage qui m'a vraiment intéressé. Et puis je l'ai vue dans BVS en 2016, bam, elle est arrivée à la fin du film, elle a crevé l'écran et je l'ai trouvée hyper classe. Je l'ai trouvée hyper classe et je me suis dit putain, ça va être cool parce qu'ils vont nous faire un film uniquement sur ce personnage-là, donc ça va permettre de la découvrir. Et puis elle m'a l'air d'être quand même badass quoi. Et effectivement, c'était le cas. Alors moi du coup, entre-temps, entre BVS et le film Wonder Woman, je me suis plongé dans la lecture des New 52. Je crois que j'avais commencé à lire Earth One aussi. Et du coup,
j'ai trouvé super cool ce personnage, quoi. Je crois que ma première lecture Wonder Woman, c'était Azzarello, hein, c'est les New 52, et j'ai trouvé ça super stylé. Et du coup, j'ai commencé à apprécier le personnage. Et puis, pour faire ce trombinoscope, eh bien, je me suis encore plus penché sur le sujet. Alors, j'ai lu Perez en début 2020 et j'ai lu Ruka il y a quelques mois en arrière. Mais là, pour le trombinoscope, donc j'ai regardé le film My Wonder Woman, j'ai lu La chute de Tiernanog, j'ai lu les Wonder Woman de Straczynski, j'ai lu le recueil 80 ans de Wonder Woman paru chez Urban, le fameux bouquin rouge que je ne vous ai pas conseillé, c'est pour une bonne raison. C'est pas terrible. Et donc voilà, je me suis vraiment mis à fond sur le personnage pour faire ce trombinoscope et savoir de quoi je parle. Et c'est pour ça que je vous ai présenté tout ça aujourd'hui. Et je me suis trouvé peut-être pas une passion, parce que c'est un mot un peu fort, mais un réel intérêt pour Diana, très honnêtement. Si je mets Wonder Woman en quatrième, elle est derrière Catwoman, ce qui est une bonne chose, mais elle est derrière le Joker, ce qui m'emmerde. Et vu que vous allez la descendre comme des salopards, eh bien Wonder Woman, je pense que je vais la mettre deuxième. Ouais, je vais la mettre deuxième parce que elle mérite largement d'être devant le Joker. Elle mérite, mais largement d'être devant le Joker, parce que c'est un personnage qui représente énormément, d'un point de vue historique, déjà c'est la première super-héroïne de l'histoire, créée à une époque où les hommes étaient misogynes, où la société l'était, peut-être pas les hommes, hein, mais la société en tout cas l'était. La société était incroyablement misogyne, et je trouve que le père Marston, quand il arrive en 1941, au tout début des super-héros, avec son personnage, là, le mec qui pose ses couilles sur la table, quoi. Voilà. Et ça, c'est hyper respectable. Et du coup, ouais, pour tout ce qu'elle représente, ce personnage doit aller devant le Joker, c'est obligatoire. Donc je la mets deuxième. Bam. Votez pour Wonder Woman dans ce classement. Où classeriez-vous Wonder Woman? Je vous rappelle qu'il s'agit de la placer vis-à-vis de ce classement, hein. N'établissez pas votre classement personnel. Celui-ci est le classement officiel. Je veux juste savoir où est-ce que vous mettez Wonder Woman. Je le répète parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas encore tout à fait clair. Donc ne votez que pour Wonder Woman dans ce classement. Il n'y aura pas de versus cette semaine entre Catwoman et Mera, puisque après le dépouillement, Catwoman obtient une note de 3,17, 3,2 quoi, si on arrondit. Et du coup, il n'y a pas le litige, hein. 3,2 c'est une belle troisième position. C'est pas comme si elle avait obtenu un 3,5 ou un 3,6. Voilà, les versus, ça sera surtout quand on obtiendra un 3,5, parce que du coup, où est-ce qu'on la place, troisième ou quatrième? Là, pour le coup, 3,2, elle est clairement devant Mera. Donc pas de versus entre Catwoman et Mera cette semaine. Votez uniquement pour Wonder Woman. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'en ai plein le cul, moi. Elle était longue cette vidéo à faire, vous vous imaginez même pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les zingues.